Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie. Nous sommes dans la partie IA générative et nous avons la chance d'être avec Olivier Laborde, qui est multicasquette et que je laisse se présenter. Bonjour Olivier. Bonjour, effectivement, merci. Moi aussi, je suis également envie et enchanté vraiment de participer à cet échange. Oui, multicasquette comme beaucoup peut-être aujourd'hui. Donc, je travaille dans un grand groupe en tant que leader innovation et transformation digitale. Et puis, à côté, j'aime observer l'innovation, la transformation digitale et partager ces observations au travers de chroniques, au travers de prises de parole dans des conférences et parfois au travers de livres, soit sur l'innovation, soit sur dernièrement le social commerce, comment les marques peuvent se positionner sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les jeux vidéo et les métavers à venir. Waouh, donc un bel auteur, hein. C'est génial d'avoir quelqu'un comme ça qui publie des livres chez Duno, je crois, c'est bien ça. Duno le Et premier, Innover ou disparaître, oui, et Erol le ah deuxième. ben voilà. Et qui a donc en même temps un métier au cœur de l'innovation. Donc, la première question, Olivier, c'est on parle beaucoup d'IA générative dans tous les domaines. Vous, dans les métiers, qu'est-ce que ça change pour un collaborateur? Comment on peut bien, convaincre quelque part les collaborateurs, les managers d'utiliser ces outils dans leur quotidien? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec tout ça? Alors, pour démarrer, je dirais déjà, pour essayer d'illustrer au public qui nous écoute, c'est de montrer déjà les différents domaines d'application. Et ceux-ci sont nombreux pour l'IA générative, qui après se spécialise d'ailleurs sur différentes verticales. Donc, à partir du moment où on sait que l'IA générative peut générer des images, mais aussi des vidéos, des textes, de la musique, on sait qu'elle peut répondre à des questions sur des sujets très généraux tels que l'histoire, la géographie, la science, la technologie. Mais je me suis expérimenté aussi à lui demander de composer des poèmes ou on peut également rédiger des posts sur LinkedIn ou Instagram. Permet aussi de traduire ou de résumer ou de faire la conversation. Donc si on part de tous ces domaines d'application, on voit bien que l'IA générative va rentrer dans le quotidien, alors à la fois personnel, mais également professionnel. Au niveau professionnel, moi, j'ai l'intuition et même la conviction que tous les métiers vont être impactés, à la différence peut-être d'autres technologies où on peut, quand on a ma fonction, se dire, ben voilà, ça va être telle direction métier qui va être impactée. Là, quand je fais mon évaluation, j'ai l'impression que ça va toucher l'ensemble des métiers. Alors, ils sont nombreux. Je vais donner peut-être 3 exemples. Le premier, on voit quand on dit générer du texte ou des vidéos, ça va être le métier du contenu, donc le métier du marketing et de la communication. Donc, on peut, alors là aussi, au sein même d'un univers, il y a beaucoup de sous-univers. Donc, par exemple, un chef de produit qui doit rédiger des supports de communication, sur des sites internet, des posts de blog ou des fiches produits. J'imagine tout à fait ce chef de produit, on va dire, faire digérer toutes ces sources à l'IA générative qui va lui restituer une V0 et il va peut-être gagner 80% de temps sur la durée de sa tâche. C'est un exemple. On peut imaginer tout ce qui est métier d'analyse, de veille, de prospective. Là aussi, échanger avec cette IA générative et lui demander une première restitution ou une première synthèse de grandes tendances à venir sur une thématique déterminée. Euh, Par exemple, quand on travaille peut-être pour compléter dans le juridique, moi j'ai l'impression que on le voit déjà avec l'IA tout court, bon, de voir si elle peut établir une certaine probabilité en fonction de tout l'historique des cas qui sont similaires, de la probabilité de gagner ou de perdre un procès. Là, on peut lui demander de générer une première version de contrat. Moi qui échange souvent avec des startups et doit rédiger ce qu'on appelle des NDA, des Non-Disclosure Agreement, donc
des contrats de confidentialité, je peux assez rapidement demander une V0 et donc partir sur la partie de cette V0 et la soumettre pour signature à la startup. Alors concrètement, c'est assez impressionnant et en même temps, on se pose la question, comment est-ce qu'on va pouvoir se former? Qu'est-ce que vous recommandez comme méthode, comme comportement d'apprenance pour rester quand même dans le flux? Parce que tout change tout le temps. Ça change tout le temps, c'est vrai, ça peut d'ailleurs effrayer, hein, effrayer parce que les titres ne sont pas toujours très positifs, notamment au niveau de l'emploi ou des fake news. Mais j'ai l'impression que cette technologie est quand même assez facile au niveau de l'interface. Quand on voit ChatGPT, sa fulgurance avec 1 million d'utilisateurs au bout de 5 jours et je crois plus de 100 millions en moins de 2 mois, on voit bien que c'est l'interface finalement qui est tellement simple et naturelle qu'elle est extrêmement facile à utiliser. Et je crois que le dicton qui dit que il faut faire pour apprendre et que c'est en faisant qu'on va apprendre, je pense qu'il est extrêmement vrai. Moi-même, pour donner un exemple, et je fais un disclosure, je suis pas codeur, hein. Par contre, j'ai une certaine appétence pour tester des nouvelles choses. Je suis tout simplement allé sur ChatGPT et puis j'ai commencé à lui poser des questions, à préparer, par exemple, mon départ et ma venue à Las Vegas pour le CES début janvier dernier. J'ai pu aussi, pour m'amuser, lui demander d'écrire des poèmes ou des posts pour LinkedIn. Et donc ça, c'est extrêmement facile d'accès au niveau du texte. Quand on va commencer à aller sur des dimensions de génération d'images ou de vidéos, il y a peut-être une barrière un peu plus forte, au moins de nature. La première, c'est que des outils performants au niveau des images sont issus avec l'interface au niveau de Discord. Donc, tout le monde n'est pas sur Discord et plutôt un outil qui vient de la communauté des gamers. Mais une fois qu'on s'est mis dans Discord, qu'on a regardé des tutos sur YouTube, voilà, on fait de l'itération, hein, et on apprend. Et puis après, il y a cette deuxième dimension qui est la dimension de ce qu'on appelle le prompt. Maintenant, on voit des experts du prompt foisonner sur Internet, c'est-à-dire de la manière dont je vais poser la question. Parce que plus je vais donner d'abord des sources fiables et vraies, plus j'aurai la garantie que la restitution est vraie, puisque comme pour tout IA, solution d'IA, si j'ai de la mauvaise qualité de data en entrée, j'aurai de la mauvaise qualité de données en sortie. Et plus je vais contextualiser, préciser ma demande, plus j'aurai une restitution correcte. Si je reste sur quelque chose de très générique, j'aurai une restitution qui sera extrêmement pauvre. Et donc, il va falloir devenir expert sur la manière dont on interagit avec ces IA génératives. Mais comme on l'a ce premier pas à faire quand on a commencé à regarder comment poser des questions à Google, par exemple. Même si c'est peut-être un pas supplémentaire dans la manière dont je peux l'enrichir, puisque au-delà de la question, cette IA générative, il faut savoir que je peux lui donner des sources à ingérer, comme je disais, et donc je peux lui faire ingérer des grands textes ou des questions qui peuvent faire 500 mots. Donc concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on peut utiliser ces IA génératives, mais il n'y a pas un problème de confidentialité, on n'a pas un problème quelque part de fuite de données? Oui, ce sont donc un sujet dont au moins les grandes entreprises se sont saisies assez rapidement, hein. Moi-même, j'avais accès à ChatGPT et puis un jour, j'ai reçu un mail comme quoi, attention, il ne faut pas partager, on a une classification, hein, de différents degrés de confidentialité. Donc, il ne fallait pas partager certaines données confidentielles. Et puis après, ça a été carrément arrêté et interdit. Donc oui, aujourd'hui, il y a une pause au niveau des entreprises pour se dire, attention, tout ce qui part
dans ChatGPT et d'autres, ces données-là, on ne sait pas où elles vont, que ce soit sur des serveurs américains, et surtout comment elles vont être utilisées et à quelle fin par l'entité qui est propriétaire donc qui est à la fois parfois propriétaire d'ailleurs peut utiliser les données qu'elle a récupérées, mais également générer des choses avec ses propres données qu'elle aura récupérées, qui ne lui appartiennent pas. Donc, il y a cette dimension de droit d'auteur. Hein, et donc, les entreprises, en fait, je pense que Microsoft, par exemple, a fait des investissements excessivement importants dans OpenAPI, si on parle de l'IA générative la plus célèbre qui est ChatGPT, et donc est en train de construire une IA générative entreprise dans laquelle elle commence à vouloir mettre à la fois des barrières, on l'a vu avec Bing en termes d'interface, puisqu'elle a mis en place des filtres qui permettent de ne pas poser l'ensemble des questions, en tout cas avec des limitations par rapport au code des déontologies de Microsoft, mais également côté entreprise, de fournir clé en main un outil qui, grâce notamment, j'imagine, avec sa solution de cloud Azure, permettra de garantir aux entreprises que les données qui sont envoyées et qui interagissent avec cette IA générative resteront alors, en France et certainement pour les grandes sociétés dans un cloud totalement privé à l'entreprise et n'iront pas à l'extérieur. Donc c'est un sujet, mais c'est un sujet comme d'autres qui se traite comme un risque, un point de vigilance. Un immense merci, Olivier, pour ce magnifique témoignage. Donc, comme à l'habitude, je vais essayer de synthétiser en 3 idées tout ce que vous avez dit. Donc, déjà, la première idée, c'est qu'en fait, vous avez testé comment les IA génératives peuvent apporter une valeur ajoutée dans l'entreprise quand on est un collaborateur. Donc, ça permet de classer, ça permet de synthétiser, ça permet de traduire, d'avoir des PowerPoint, des textes. Donc, c'est un bon expert métier qui nous donne en fait un premier niveau, une première phase d'organisation de l'information et de création de solutions. Deuxième idée, vous nous avez bien montré qu'en fait, apprendre comment utiliser ces IA génératives, c'est nous mettre vraiment dans le faire, dans l'expérientiel. Il n'y a pas de recette magique. Il va falloir tester, interagir, se tromper, questionner, et donc il va falloir passer du temps. Et la troisième idée, c'est l'idée qu'en fait, oui, il y a des risques. Vous avez bien sûr évoqué et défini celui de la confidentialité dans les entreprises, mais que face à tout risque, il y a des solutions qui sont en train de se construire, qui sont des solutions, bien sûr, business, et qui vont certainement voir demain une IA générative professionnelle, entreprise, qui va sécuriser les données et permettre à chacun d'utiliser les opportunités. Un immense merci, Olivier. La synthèse est parfaite. Merci à vous.